Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. La nature et vous, découvrir et s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac. Bonjour de vous retrouver, chers auditeurs, pour votre émission La nature et vous, découvrir et s'émerveiller. C'est un moment pour découvrir les bienfaits de la nature sur notre santé, ses mystères et ses interactions. Depuis la nuit des temps, la nature nous émerveille, nous inspire. Et alors, comment sommes-nous en interaction avec le vivant autour de nous? Pour en parler aujourd'hui, Yves Jorande. Bonjour Yves. Bonjour. Bonjour. En direct à la radio, parce que des fois les invités sont plutôt par téléphone, donc ravi d'accueillir Yves ici dans nos studios. Avant de présenter Yves, je vais vous emmener un petit instant dans nos forêts. Il y a peut-être des animaux mythiques que vous aimeriez rencontrer, mais en même temps on en a peur. Les loups ou les lynx par exemple. Alors les marcheurs discrets, les observateurs patients, ou même parfois au détour d'un chemin, nous pouvons avoir la chance de rencontrer des loups ou des lynx. Alors les lynx, entre le XVIIe et jusqu'au début 1900, le lynx a peu à peu disparu de nos forêts françaises. Le lynx boréal a été réintroduit au cours des années 70 dans les Alpes. Et sa présence est encore un petit peu timide, mais se stabilise depuis 50 ans environ. C'est une espèce qui est protégée. Alors, qui est ce majestueux félin, solitaire et discret? Pour en parler, nous sommes avec Yves Jorande. Yves, vous êtes avocat retraité et vous avez participé à la fondation en Savoie de la Ligue de protection des oiseaux et de la biodiversité. Et vous animez le collectif Lynx et Loups en Savoie. Alors déjà enfant, vous aviez un lien fort avec la nature puisque vous étiez en maison, non loin au milieu de la forêt, près d'une rivière, donc vous avez passé votre enfance dans la nature. Et après votre parcours d'avocat, il y a eu vraiment de nouveau cet appel de la nature, mais moins dans le sens activité où vous randonniez beaucoup, il y a le côté très actif, et j'ai beaucoup aimé lors de notre échange ce que vous avez dit, c'est que dans ces sorties nature que peut-être vous êtes certains sont en train de faire, courir, randonner. Parfois, c'est vraiment une appropriation de la nature. Et il y a eu ce changement pour aller vers plutôt se fondre dans la nature. Parce qu'en effet, pour observer les lynx, puisque vous en êtes spécialiste, il y a besoin d'être patient, observateur et se fondre avec la nature. Alors Yves, la question que je pose à chacun de mes invités est que signifie la nature pour vous? Oui, la nature, c'est un grand mot auquel on met parfois une majuscule, mais l'erreur, c'est effectivement de la séparer des humains et de vouloir faire deux mondes à part, la nature d'un côté, la culture de l'autre. Et je crois que retrouver ce lien, retrouver la résonance avec tout cet ensemble d'êtres vivants est très très important. C'est à la fois une question de sensibilité, comme vous l'avez dit, et de conviction. De conviction parce que quand on regarde les problèmes de l'humanité, les problèmes qui nous guettent demain, il y a effectivement beaucoup de choses graves, des guerres, la faim dans le monde, etc. Mais il y a un problème qu'on a tendance à sous-estimer, c'est celui de la disparition de la vie. On est en train à toute allure de faire disparaître des espèces, de très nombreuses espèces, et c'est une véritable inconscience, parce que si une espèce qui disparaît, elle ne réapparaîtra pas, c'est fini. Les guerres, on peut espérer qu'elles finiront, la faim dans le monde aussi, mais une espèce qui disparaît, c'est fini. Donc c'est très grave, cette situation est très grave. Mais alors justement, là, le lynx a été réintroduit, alors plus précisément, le lynx boréal. Alors qui est ce lynx boréal ? Alors d'abord, le mot réintroduit est effectivement important puisqu'il est exact pour le lynx, ce qui n'est pas le cas du loup, et parfois on fait des confusions. Donc pour le lynx, on a eu effectivement des réintroductions relativement nombreuses. Je crois qu'il y a eu 18 plans de réintroduction en Europe pour 200 individus qui ont donc été déplacés d'un pays à un autre pour repeupler l'Europe occidentale qui effectivement avait provoqué la disparition totale des lynx. Donc on fête, effectivement, on a fêté l'an passé les 50 ans du retour du lynx en France, en l'occurrence dans le Jura, suite aux réintroductions effectuées en Suisse.
Une réintroduction a eu lieu également, une tentative a eu lieu dans les Vosges en France en 1983, mais qui n'a pas été très réussie pour des raisons qu'on pourrait évoquer. Mais voilà, donc 50 ans de présence, et on voit une extension qui est très lente, là aussi pour des raisons spécifiques au lynx, qui font qu'aujourd'hui, toute notre, je dirais, le nord de la Savoie, le nord-ouest de la Savoie, est bien peuplé de lynx qui descend progressivement dans son expansion dans les Alpes. Alors pour votre deuxième question, qui est le lynx boréal? Le lynx boréal fait partie donc de cette grande famille des lynx dont on peut distinguer quatre espèces différentes. Le lynx boréal qui est dans je dirais l'Europe et une partie de l'Asie est le plus gros, effectivement, est le plus gros individu. On en compte environ 50 000 d'après les déchiffrements, dont 40 000 en Russie. Donc vous voyez, il n'en reste pas beaucoup pour le reste de l'Europe. Ensuite, le lynx pardel, qui est dans le sud de l'Espagne et un peu du Portugal, qui est un lynx qui a failli disparaître. Il y a 30 ans, on comptait 95 individus qui survivaient, individus matures, et grâce à un programme très très volontariste de l'Europe et de l'Espagne, on a aujourd'hui atteint le chiffre de 1030 individus. Donc vous voyez là, on peut, quand on veut, on peut faire des choses, on peut sauver les espèces et sauver la vie. Donc c'est un exemple remarquable de réussite. Et pour les naturalistes qui veulent observer des lynx, c'est beaucoup plus facile dans les milieux où se trouvent les lynx ibériques, donc les lynx en Espagne, que chez nous, où on les voit dans des milieux forestiers, donc avec des difficultés d'observation particulièrement grandes. Donc je citais ces deux espèces de lynx européens. Il y a également deux espèces en Amérique du Nord, le lynx roux, qui lui a une population importante qu'on évalue autour d'1 million d'individus, entre 700 000 et 1,5 million. Vous voyez, les chiffres sont quand même flous. Et puis le lynx du Canada, qu'on appelle lynx gris aussi, on l'appelle lynx gris, lynx polaire, lynx bleu, il a différents noms et on a un peu de mal à l'évaluer. En tout cas, les lynx d'Amérique se portent bien. Le lynx boréal, grâce aux protections dont il bénéficie actuellement, est en expansion, ainsi que le lynx pardel ou lynx ibérique d'Espagne. Et alors, quelle est la particularité physique du lynx boréal? Comment? Oui, donc comme je vous disais, il est grand, il a une spécificité par rapport à d'autres mammifères, c'est qu'il a des taches sur son pelage, qui fait partie de son camouflage, mais c'est des taches noires sur un pelage un peu roux, un peu brun. Et grâce à ces taches, à ce jeu de taches sur son pelage, on peut distinguer chaque individu. D'où l'intérêt de l'arrivée des caméras, puisqu'on a pu poser des caméras automatiques dans les forêts. Et grâce à ces photos ou à ces vidéos, on peut suivre ces lynx. Et donc aussi les protéger, voir leur évolution. On n'a plus besoin de mettre des colliers GPS, puisque en multipliant les caméras, on a un suivi qui est très efficace. D'accord. Et le lynx, je lisais, le lynx est plutôt un félin assez solitaire, mais enfin, quel est son mode d'habitat et de reproduction? Puisque vraiment, il a l'air d'avancer assez seul. Cependant, j'imagine qu'il a quand même ses petits. Donc, comment il s'organise? La comparaison avec le loup est également intéressante, puisque le loup est en meute. C'est des meutes familiales avec plusieurs successions de reproduction. Le lynx, lui, effectivement, est solitaire. Il est en couple pendant la période de reproduction, c'est-à-dire actuellement, février-mars de chaque année. Et c'est le moment où la femelle se sépare des jeunes de l'année précédente. Donc voilà, ce qui permet effectivement la reproduction. Donc voilà, chaque individu a son territoire. Le territoire d'un lynx, d'un mâle, est évalué à environ 170 km² en moyenne, et la femelle 100 km². Mais ensuite, ça varie beaucoup selon l'importance du gibier, entre guillemets, de la nourriture disponible, puisque la nourriture, c'est essentiellement, pour 2 tiers le chevreuil, pour un petit tiers le chamois. Ça surprend, mais le lynx, qui est quand même un félin important, il est capable d'attraper et de se nourrir de chamois. On estime d'ailleurs que comme le mâle est
plus grand que la femelle. Le mâle va plutôt chasser les chamois et les femelles les chevreuils. Donc, ils se répartissent sur un territoire leur proie. Voilà, ça se présente un petit peu comme ça. Mais donc voilà, des territoires distincts, avec un recouvrement du territoire du mâle sur celui de la femelle, qui parfois peut couvrir effectivement 2 territoires de femelles. Donc reproduction qui va se dérouler fin avril, début mai. Et ce qui se passe, ce qui explique que l'expansion du lynx soit très lente, puisque vous voyez, en 50 ans, on a maintenant les lynx qui viennent d'arriver de s'installer en Chartreuse, par exemple, où on n'avait pas de reproduction jusqu'à l'année 2024. Il a fallu 50 ans pour arriver de la frontière suisse jusqu'ici. C'est simplement parce que les jeunes femelles vont établir leur territoire à proximité de celui de leur mère. D'où l'intérêt et l'importance d'une continuité forestière pour leur développement. Et comme l'homme fractionne beaucoup les habitats, fait des coupes blanches, etc., cet habitat, c'est effectivement un habitat qui va être fractionné et plus difficile à coloniser pour les lynx. Mais là, je lisais aussi, il y a eu pas mal de bébés lynx retrouvés complètement affamés ou perdus. Alors, si vous disiez la femelle reste avec ses petits 1 année, en fait, comment ça se fait? Voilà, il y a entre le fait d'être à la fois solitaire, mais quand même être proche de ses petits. Donc, y aurait-il une explication à cela? Oui, en règle générale, la femelle est seule à s'occuper de ses petits et ils ne sont capables de se nourrir tout seuls qu'au bout de 9 ou 10 mois. Alors, je pense qu'il y a quand même parfois des exceptions, là où il y a beaucoup de gibier, de petits gibiers notamment, qu'ils sont capables d'attraper. Je vais vous donner un exemple. On a, hélas, déploré le décès d'une femelle le 11 novembre dernier dans la Chartreuse. L'autopsie a permis d'identifier que c'était une maladie, donc il n'y a pas ni braconnage ni accident de la route. Donc, que sont devenus les 2 jeunes? Pour l'instant, on n'a pas de traces et on peut craindre qu'ils n'aient pas pu passer l'hiver tout seuls, puisque c'est le moment où les froids arrivent et où la possibilité de se nourrir est quand même plus difficile. Donc voilà, c'est ce qui explique qu'il y a besoin de ce temps suffisant, mais on estime qu'au bout d'1 an, effectivement, la moitié des jeunes sont morts. La survie, elle est d'1 sur 2 au bout d'1 an, à l'âge d'1 an. Alors qu'un lynx, il est censé vivre, il a une espérance de vie de 16 ans, à peu près. Et au niveau de leur habitat, parce que quand même la particularité en forêt, on parle du visible et non visible, et les animaux ont cette faculté d'être invisibles, puisqu'ils arrivent toujours en tout cas invisibles pour l'homme, les yeux humains, puisqu'ils arrivent toujours à se cacher, à se faufiler, ils aiment la discrétion. Alors, pas où se trouve, mais quel est l'habitat du lynx? Il a un endroit favori? Oui, l'habitat est lié effectivement à la nourriture. Et l'habitat préféré du lynx, c'est les forêts qui comprennent des zones de prairies. Parce que les ongulés qu'ils vont chasser vont paître dans les prairies. Et ils peuvent, en s'approchant dans le sous-bois, effectivement, sans se faire remarquer, s'approcher suffisamment des proies pour les attaquer. Il faut savoir que le lynx a un cœur très petit et qu'il a donc une très faible endurance. Il n'est pas capable de faire des courses-poursuites très longues. Pour réussir cette attaque, il faut qu'il puisse s'approcher très près et avec fulgurance attaquer l'animal avant qu'il ait pris de la vitesse, qu'il ait fui. Et on a pu mesurer qu'un lynx en pointe, il peut faire 70 km/h, mais sur une très courte distance. Alors vous voyez, je compare encore avec le loup. Le loup fonctionne différemment, d'abord en meute, et ensuite il chasse en permanence, ou quasiment en permanence, au trot. Donc il est au trot, relativement rapide, donc ça lui permet de flairer un maximum d'odeur et de repérer ses proies de cette façon-là. Le lynx, pas du tout, il avance à pas feutré, si j'ose dire, plus près possible, et il bondit. Voilà, c'est deux techniques de chasse très différentes. Sachant que le lynx a un autre atout, c'est qu'il a ses griffes rétractiles qui font de l'ordre de 4 cm et que quand il saisit une proie, il le prend avec la bouche, mais il a aussi ses pattes qui peuvent lui servir. Qui lui servent d'ailleurs aussi à grimper aux arbres, puisque ce que fait pas du tout le loup. Donc
dire qu'il chasse certains ont dit en se mettant sur une branche pour tomber sur ses proies, ça c'est exagéré. Mais par contre, il a cette possibilité, lui, de se protéger en grimpant aux arbres. D'accord. Parce que quand on va en forêt, des fois, on peut suivre les scentes des animaux, en fait. Et ce qui suit les mêmes... Alors, en l'occurrence, les chevreuils, on voit bien leur scente. Puis, est-ce qu'après, on peut découvrir où ils ont dormi aussi, ou pareil aussi pour les loups, et pour les lynx, est-ce qu'ils empruntent les mêmes scentes, vous pensez ou... Oui, tout à fait. Les animaux sont comme nous, ils préfèrent la facilité. Donc les sentiers, les pistes tracées par les humains sont leur premier chemin, leur premier moyen. Donc effectivement, quand on a de la neige, ce qui est rare maintenant à basse altitude, le suivi de ces traces, c'est une possibilité effectivement de mieux connaître leur milieu, et on peut observer que souvent ils suivent effectivement les traces de chevreuils ou de lièvres ou d'animaux pour se nourrir, bien sûr. D'accord. Et alors, comment ils cohabitent avec le loup? Parce que là, je suis en train de justement de poser cette question, parce que finalement, maintenant, ils se partagent quand même la forêt, puisque les loups sont aussi en Savoie. Donc, comment ils cohabitent? Eh bien là, c'est un sujet de recherche. Et je prendrai soin de ne pas donner de réponse facile. On a des études qui ont été faites dans des pays où cette cohabitation existe depuis très longtemps. Des chercheurs, par exemple, en Biélorussie, qui estiment que la prédation peut être réciproque, et que notamment les lynx sont prédateurs du loup, notamment des louveteaux. Parce que par leur capacité à approcher de façon discrète, ils sont capables de repérer où se trouve la tanière et de profiter d'un moment d'inattention ou d'éloignement des adultes qui sont censés protéger les jeunes pour s'en saisir. Donc là, il y a des constats qui ont été faits dans d'autres pays. Chez nous, c'est vraiment trop tôt pour en parler, pour tirer des conclusions, parce que jusqu'à présent, les zones où était le lynx, c'est-à-dire le Jura, le nord de la Haute-Savoie et de la Savoie, il n'y avait pas de loups, ou très peu. Aujourd'hui, effectivement, les loups ont remonté, sont dans le Jura, sont même dans le massif de l'Épine, donc dans le nord du département de la Savoie. Mais on ne peut pas pour l'instant tirer d'enseignement. Mais voilà, ils ont, espérons, suffisamment de nourriture respective pour ne pas forcément s'affronter. Ce qu'on peut constater, c'est que face à face d'un loup contre un lynx adulte, ils vont plutôt s'éloigner. Ni l'un ni l'autre n'a intérêt à attaquer. S'il y a deux loups, c'est sûr que le lynx, lui, va fuir, et y compris grimper aux arbres. C'est aussi pour ça qu'il est toujours en milieu forestier, ce qui lui permet de se cacher et de grimper aux arbres si besoin. Très bien. Mais c'est passionnant, Yves, je vous remercie. Puis on va se retrouver après la pause. À tout de suite. Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, votre radio. La nature et vous, découvrir et s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac. Et voilà, nous sommes en direct au studio avec Yves Joran, qui est spécialiste et animateur du collectif des lynx et loups en Savoie. Et il venait de nous présenter justement le lynx boréal qui peuple nos forêts savoyardes et en tout cas alpines. Et pendant la pause, nous échangeons encore sur l'habitat du lynx, parce que le lynx a quand même aussi cette faculté visiblement de changer rapidement de tanière s'il se sent menacé. Alors, le lynx va se cacher où, Yves ? Donc d'abord, la tanière n'est utilisée que pendant la période de reproduction, par la femelle, et donc pendant une période qui dure environ 2 mois, le temps de la mise bas et le premier élevage des jeunes. Et les femelles lynx qui sont donc délaissées par les pères pour survenir aux besoins des petits, vont les protéger au maximum, ces petits lynx, en changeant régulièrement de tanière. C'est-à-dire, dès qu'elles sentent une menace, dès qu'il y a une odeur qui est suspecte, elles vont bouger. Donc voilà, les tanières qui vont être souvent dans des éboulis de rochers, dans des trous, dans des grottes, ou y compris sous la souche d'un arbre, sont dans des endroits très escarpés, très difficiles d'accès pour les humains, et permettent cette protection des petits. D'accord. Et alors, par rapport,
on était en train de parler du loup juste avant la pause, justement, et vous disiez que bon, le lynx est prédateur des louveteaux, mais face au loup, parce qu'en fait, visiblement, il y a une proportion de loups plus importante à l'heure actuelle dans nos forêts que de lynx. Donc, comment se comporte le lynx avec le loup? Admettons, il se retrouve en face de 2 loups. Parce que... Oui, d'abord, pour être plus précis, les zones où le loup est très présent ne sont pas encore peuplées par des lynx. Hein. Le lynx n'est présent que dans le Jura et dans le nord des Alpes, hein, où les loups, effectivement, viennent d'arriver, mais sont peu nombreux. Donc là, l'équilibre existe. Donc, pour revenir à la question, donc comment il va se comporter le lynx face à un loup? Parce que c'est vrai qu'on aurait peut-être tendance dans l'imaginaire idée que le lynx, d'accord, il est plutôt prédateur des louveteaux, mais qui pourrait être aussi prédateur du loup. Mais visiblement pas forcément. Donc pourquoi? Oui, donc le lynx a des avantages. Donc effectivement, à savoir qu'il peut se défendre et attaquer avec ses griffes et sa gueule. Le fait qu'il peut grimper aux arbres pour se protéger. Le loup a quand même d'autres avantages. D'abord, il est plus gros, il est plus puissant individuellement, et surtout, il vit en meute. Et donc, dès que le rapport de force fait que il y a un surnombre, il a effectivement un avantage sur le lynx. Donc, on sait qu'il y a des cas effectivement de prédation de lynx sur des louveteaux à la tanière. Il y a sûrement aussi des cas de prédation de loup sur le lynx, à cause de ce rapport de force qui n'est pas toujours favorable au lynx. D'accord. Alors maintenant, parce que vous avez déjà rencontré des lynx, alors je ne vais pas demander forcément où, justement pour protéger, c'est ça, mais lors de votre rencontre de lynx, étiez-vous en temps de marche observative ou étiez-vous plutôt en statique? Parce qu'en fait, il y a même des personnes, là, en préparant l'émission, je voyais qu'il y avait un jeune homme, je crois que c'était justement en Chartreuse, qui avait, au détour d'un chemin, croisé un lynx. À quel moment avez-vous croisé le lynx, en fait, pour vous? Oui, j'ai eu plusieurs occasions. La plupart du temps, j'étais seul. Ce qui montre bien que dès qu'on fait du bruit ou dès qu'on dégage des odeurs, on rend l'observation plus compliquée. Et à plusieurs reprises, d'ailleurs, j'ai pu observer dans la neige que le lynx m'avait vu ou senti avant moi et que donc je l'ai raté. Ça, c'est clair. La dernière observation que j'ai faite, c'est récent, c'était au mois de février dernier, dans le Haut-Bugey. Hein, parce que là-bas, on a des milieux où il y a des prairies entourées de bois. Et donc, on peut les voir effectivement dans ces prés quand ils sortent des forêts, notamment pour chercher la nourriture. Et là, j'ai eu la chance de j'étais là-haut, quelqu'un qui m'a appelé, ça y est, on a repéré 3 lynx, et c'était effectivement une femelle avec ses 2 jeunes de l'an passé, des jeunes de 9 mois. Et c'était touchant de se dire que c'était les dernières semaines que ces jeunes passaient avec leur mère, que d'ici la mi-mars, ils allaient être effectivement obligés de quitter leur mère et de se débrouiller tout seuls. C'était magnifique, parce que c'est d'une élégance, hein, en plein jour. C'était en plein jour, relativement loin quand même, il y a peut-être 300 mètres, mais on voyait à l'œil nu, on voyait mieux à la jumelle et à la longue vue, bien sûr. Mais c'est magnifique, c'est très émouvant, surtout quand on a l'habitude de le chercher. Donc la découverte en est d'autant plus émouvante. Oui, c'est beau. Et alors, comment on fait? Parce que, admettons qu'on se retrouve alors dans les forêts du nord de l'Amérique, c'est qu'est-ce qu'on fait face à un ours? Et supposons qu'on se retrouve face à un lynx. Oui, la comparaison permet une mise au point, parce que l'ours est dangereux, y compris l'ours brun qui existe en France dans les Pyrénées. Hein, une mère qui, assez jeune, peut attaquer un homme sans même qu'il l'ait menacé, simplement parce qu'il est trop proche de ses petits. Donc effectivement, l'ours est dangereux. Les ours d'Amérique du Nord encore plus. Les grizzlies sont redoutables. Le lynx n'est absolument pas dangereux pour l'homme, hein, y compris d'ailleurs pour les animaux domestiques. Hein, les dégâts sont très faibles. Et ils sont surtout le fait d'animaux blessés qui ont des difficultés à chasser les ongulés sauvages. On a eu l'exemple il y a 1 an en Savoie, puisque un mâle nommé Moussaille, qui se reproduisait vers le Mont Tournier,
a été vu par des caméras, qui boitait il y a 1 an. Il boitait, donc on n'en connaissait pas l'origine, mais on voyait qu'il était affaibli. Et c'est à cette période qu'il y a eu 3 attaques sur des chèvres ou des moutons, tout à fait inhabituelles. Parce que, étant blessé, étant fragilisé, il avait du mal à se nourrir dans la nature sauvage. Et depuis, il a disparu d'ailleurs. Donc on peut craindre qu'il soit mort à cause de ses blessures. Donc voilà, pour l'homme, aucun risque. Vraiment aucun risque. Il a tellement peur de nous que justement, c'est difficile de le voir. D'accord. Et parce que toujours pareil, je veux dire, en préparant l'émission, j'ai lu différentes choses et il y avait aussi un petit lynx une fois qui était arrivé sur la terrasse d'une personne. En fait, comment on peut faire nous pour les protéger, pour contribuer à leur protection? Oui, c'est des événements qui arrivent et qui en général sont mauvais signes. Si un petit lynx comme ça vient vers les habitations, c'est souvent qu'il a perdu sa mère. Donc on a eu des exemples. À Albin, il y a quelques années, il y a 4 ou 5 ans, un lynx c'était au mois d'octobre, donc il avait calculé 4-5 mois, absolument incapable d'être autonome, et il a été retrouvé dans une serre, photographié, et les propriétaires nous ont signalé le fait. On est vite venu, mais on ne l'a pas retrouvé, personne ne l'a retrouvé. Mais par contre, on a constaté ensuite la disparition de la mère. Et là, on peut craindre du braconnage, parce qu'on avait des éléments qui nous laissaient penser que certains voulaient se débarrasser du lynx, estimant que le lynx tue des chevreuils, qui tue leurs chevreuils, quoi. Et ça, c'est vraiment un problème. Autant on peut comprendre des éleveurs qui vivent de l'élevage, qui aient du mal à supporter le loup, qui va manger des brebis, on le comprend bien, et on est en empathie avec eux. Autant qu'un chasseur qui dit, le lynx va manger des chevreuils, donc je tue le lynx, c'est quand même un peu dépassé. D'autant plus que scientifiquement, la prédation des lynx et des loups d'ailleurs sur les animaux sauvages n'a pas d'incidence, a des incidences plus positives que négatives sur ces espèces, puisque en les attaquant, en les obligeant à fuir, on augmente leur vigilance et leur capacité, je dirais, génétique de survivre et de prospérer. En plus, le lynx, c'est pas facile d'attaquer un chevreuil, parce qu'un chevreuil, ça va vite. Donc les animaux qu'il va attraper en priorité, c'est ceux qui sont moins rapides, malades, fragiles. Donc c'est une sélection naturelle qui est excellente pour la nature. Ça fait partie de la sélection naturelle. Parce que justement, en fait, ça les entraîne, entre guillemets. Parce que vous disiez aussi que le lynx n'est pas un animal très endurant, c'est ça? Il n'est pas endurant, oui. Et ce qui explique que sur son territoire, si on parle d'un territoire de 100 ou 200 km² pour simplifier, quand il va faire une attaque à un endroit donné de son territoire, qu'elle soit réussie ou qu'il échoue, les animaux concernés vont devenir très vigilants, il va avoir beaucoup de mal à les attraper. Donc il va partir à plusieurs kilomètres pour essayer de surprendre des animaux qui se sont déshabitués de sa présence et qu'il va pouvoir attraper plus facilement. D'accord. Parce que c'est vrai que si on en revient à la régulation, il y a... Alors ça demande vraiment finalement... ça demande vraiment une sorte d'éducation, j'allais dire, d'expliquer que l'importance de la régulation, je veux dire, naturelle entre les animaux, puisqu'ils régulent non seulement chacun des espèces, mais aussi la faune et la flore, pour pas qu'il y ait une surproduction, surpopulation par exemple de chevreuils qui du coup détruirait ou amoindrisserait la faune végétale. Donc est-ce que vous avez des actions justement par exemple auprès des chasseurs? Nous c'est pas notre rôle, mais on travaille en lien avec l'ONF par exemple, et c'est vrai que pour l'ONF, une surabondance de cervidés par exemple, ou de chamois, peut nuire à la régénération de la forêt. Et notamment des forêts dans des massifs calcaires où le terrain est pauvre, la régénération n'est pas facile. Quand vous voyez la taille d'un cerf, il est capable d'aller prendre des rameaux très hauts, et donc ou un troupeau, parce qu'on a par exemple dans le massif de l'Épine des chamois qui ont été introduits justement par les chasseurs, et ces chamois peuvent former des bandes, des hardes assez nombreuses,
Et ensuite, c'est comme des rouleaux compresseurs, quoi. Ils mangent toutes les pousses, toutes les jeunes pousses. Donc la régénération de la forêt est mise en cause, effectivement. Oui, parce qu'il y a eu des cas vraiment étudiés dans le parc de Yellowstone, en l'occurrence aux États-Unis, et où ils ont dû complètement essayer de réguler pour qu'il y ait plus de cervidés, justement. Oui, ce qui explique qu'aujourd'hui, par exemple, je signais ce matin une pétition parce que le ministère de l'Environnement envisage d'ouvrir la chasse aux cerfs à partir du 1er juin au lieu du 1er septembre, parce que dans certaines forêts, il y a trop de cervidés. Et que les chasseurs ne remplissent pas leur plan de chasse pendant les dates prescrites. Mais alors après, pour les promeneurs, pour les naturalistes, pour les sportifs, la forêt, on n'a plus de temps, c'est terrible, quoi. Si pendant tout l'été, il y a de la chasse, à partir du 1er juin, il faut quand même qu'il y ait un équilibre dans les usages, quoi. C'est vraiment inquiétant, quoi, comme mesure. Mais d'où l'intérêt, nous, dans nos forêts, de la présence du loup et du lynx. Tout à fait. Y compris dans des forêts où, justement, les chasseurs peuvent pas aller parce qu'elles sont dangereuses, les pentes sont abruptes. Le lynx et le loup y vont, donc la régulation se fait beaucoup mieux. Et même si les animaux ne sont pas tués, le fait qu'il y ait la présence du prédateur, ça modifie leur comportement. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de se disperser. Par exemple, je parlais de chamois, où on peut voir... Je citais l'épine des troupeaux de 18 chamois. Si effectivement il y a un prédateur pas loin, ils vont se disperser pour réduire les attaques. Et donc, du coup, moins atteindre la reproduction, la régénération de la forêt, quoi. Ils vont être moins nombreux au même endroit. Et puis ils se régulent par eux-mêmes, en plus, dans leur propre espèce, en fait. Tout à fait. Mais vraiment, la question, c'était par rapport à cet épisode, entre guillemets, dont vous témoignez, le fait que peut-être que ce lynx a été braconné. Donc, je me disais, si les chasseurs avaient quand même une connaissance de l'importance du rôle du lynx pour justement rééquilibrer la vie animale par rapport à la faune, à la flore. Donc c'était le sens de ma question. Je voudrais éviter une confusion, c'est-à-dire que moi je distingue les chasseurs et les braconniers. Les chasseurs qui respectent les lois, c'est un droit dont ils disposent, qu'on respecte. Par contre, il y a parmi eux des gens qui sont des braconniers et qui sont effectivement très 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 nocifs, y compris pour je dirais la reconnaissance de la chasse. Donc j'entendais parler de braconniers plus que de chasseurs, pour pas qu'on confonde. Tout à fait, oui. Je veux bien faire la différence. Et par exemple, dans le Jura, les sociétés de chasse ont commandé un film sur le lynx à un naturaliste qui s'appelle Chasse, proie, lynx, que moi j'avais fait diffuser avec des débats en présence de chasseurs pour qu'on échange, qu'on soit dans le dialogue et pas dans l'opposition. Et là, on a vraiment un film intéressant qui montre à tout le monde que le lynx n'est pas du tout nocif, y compris pour les chasseurs. Je crois que ça aide à cette compréhension que vous évoquiez. Tout à fait. C'est passionnant, Yves. Et alors, quelles sont les actualités justement du collectif Lynx et Loup en Savoie, et peut-être votre actualité, parce que je crois que vous animez des conférences également. Alors, le collectif qui a été créé il y a un peu moins d'1 an permet de faire travailler ensemble toutes les associations naturalistes avec le but de faire entendre notre point de vue et puis de défendre ces idées que j'ai évoquées aujourd'hui. Donc, si des auditeurs sont intéressés pour nous rejoindre, la prochaine réunion a lieu le 18 mars à 18h à Chambéry, à la Maison des Associations de Chambéry. Donc, il suffit de vous y rendre et nous vous accueillerons avec plaisir. Aujourd'hui, participent à ce collectif la FNE, la LPO, le mouvement WWF, Ferus, qui a créé le système pastoral loup, d'aide de bénévoles auprès des éleveurs pour protéger contre le loup. Une société qui s'appelle l'AJAS, Justice pour les animaux sauvages, et puis les Blairoudeurs, qui sont une association d'étudiants proches de la nature. Donc voilà, pour le collectif. Donc nous avons organisé récemment le 12 février une conférence avec Jean-Marc Landry, qui est un scientifique
qui est auprès des éleveurs pour les aider à trouver des solutions pour protéger leurs troupeaux contre le loup. Là, on est passé au loup, qui est un très très bon spécialiste, qui a écrit un livre que je recommande, qui s'appelle Le Loup, aux éditions de Lachaud. Donc, je pense que c'est le meilleur spécialiste de, je dirais, langue française du sujet. Donc, on a une conférence, il y a 130 personnes, c'est passionnant. Donc voilà, avec toujours cette... Nous, notre état d'esprit, c'est effectivement d'essayer de chercher le dialogue, de chercher des solutions concertées, pas du tout d'être dans l'opposition. Et on comprend très bien pour le loup que ce soit un problème pour lequel il faut effectivement trouver des moyens de cohabiter. Il faut trouver des moyens de cohabiter, faire en sorte que les troupeaux soient protégés, mais sans prendre comme mesure immédiate ou première de tirer des loups. Même si dans certains cas, on est obligé d'en passer par là, il ne faut pas que ce soit la seule solution de prévention pour protéger les troupeaux. Et vous-même, vous avez une conférence bientôt, je crois, non Non, sur le lin, on m'a demandé une conférence à Aix-en-Provence à fin janvier. C'est Aix-en-Provence. Voilà, mais pour l'instant, je souffle un peu. Très bien. Mais parfait, je vous remercie beaucoup. Et chers auditeurs, à 18h, vous pouvez retrouver 921 Partez, votre émission de sport. Merci Yves, merci chers auditeurs. On se retrouve très bientôt. Belle journée. Au revoir.